Bonjour et bienvenue dans la quotidienne de School TV, l'émission qui vous raconte l'éducation au quotidien. Au sommaire, aujourd'hui, 350 000 jeunes issus de milieux modestes ont été aidés depuis 12 ans par le biais de grandes associations soutenues par la Fondation Alpha Omega. Elle a une obsession et une seule, lutter contre le décrochage. On en parle avec sa directrice générale, invitée du Grand Oral, Elisabeth Elkrief. L'anti-sèche des Maguessel, ou comment l'actualité résonne dans les programmes. Actualité, c'est cette inflation qui, vous le savez, galope. Les programmes, ce sont ceux, évidemment, d'économie. L'heure de la récré, toujours avec Emma. On va voir que ça donne ce que ça donne un coup de cœur élève-professeur. C'est plutôt mignon. Et puis enfin, un nouveau rendez-vous dans la quotidienne, les années collège. On va les découvrir, ces années collège, à partir du point de vue de la dame du CDI du collège Maurice Utrio à Paris, Amélie Paris, qu'on accueillera tout à l'heure avec grand plaisir à la quotidienne de School TV. C'est parti, Grand Oral. Chaque année, 100 000 enfants ou adolescents, plutôt adolescents tout de même, quittent le système scolaire sans diplôme ni qualification. Ils décrochent et l'éducation nationale est impuissante à endiguer le phénomène. Pourtant, elle essaye. Alors, vous nous connaissez à School TV, on aime les solutions. On va donc aujourd'hui s'intéresser à des associations qui luttent contre le décrochage. Un certain nombre d'entre elles sont soutenues par une seule et même fondation, Alpha Omega. Elisabeth Elkrief, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale d'Alpha Omega et vous publiez en cette rentrée chez Fayard « Retrouver le chemin de l'école ». C'est un panorama extrêmement vivant, extrêmement documenté aussi, du travail de plusieurs de ces grandes associations, avec un point commun, le combat contre le décrochage. Oui, merci. Comment et pourquoi vous avez choisi ce cheval de bataille plutôt qu'un autre à Alpha Omega ? Eh bien, d'abord parce que nous pensons que l'école, tout le monde peut y réussir et qu'on peut y trouver beaucoup de choses, que ce soit le goût d'apprendre, le fait de se développer, le fait de rencontrer les autres, etc. Et que malheureusement, il y a des gens qui n'y arrivent pas à l'école. Et donc, la Fondation Alpha Omega s'est demandé pourquoi et s'est rendu compte que pour y arriver, il fallait quelques prérequis et que malheureusement, on ne pouvait pas aborder le chemin de l'école sans avoir des prérequis. Or, ces prérequis s'acquièrent malheureusement, non pas à l'école, mais en dehors de l'école. Et c'est pourquoi il faut des tiers associatifs, enfin en tout cas des tiers, et souvent ce sont les grandes associations éducatives, qui apportent ces prérequis de façon à pouvoir retrouver le chemin de l'école, y être heureux et s'y épanouir. Parce que le résultat du mécanisme que vous décrivez, c'est un décrochage qui est très marqué socialement. Vous rappelez que les enfants d'ouvriers, je vous cite, ont 4 fois plus de chances d'abandonner les études que les enfants de cadre et que c'est un niveau similaire à celui des années 50. Un tout petit mot très rapide sur l'histoire d'Alpha Omega, parce qu'en fait, vous êtes très courtisé par plein d'associations, parce que vous leur donnez de l'argent et vous faites de la venture philanthropie. Exactement. C'est quoi? Alors, Pardon de my French pour venture philanthropie. Alors, qu'est-ce qui se passe? En fait, nous avons analysé le chemin de l'école et nous considérons qu'il y a des moments charnières de risque de décrochage scolaire. Donc nous l'avons analysé et ça tombe bien, c'est exactement là où les associations les plus importantes interviennent. Donc on a bien dû rencontrer un besoin de terrain, comme on dit. Et donc notre opinion, c'est que ces associations-là, ce serait, si on devait en avoir quelques-unes à aider, ce serait normalement le minimum à prendre en compte. Et ces associations-là, elles accompagnent 10% des gens qui en ont besoin à chacun de ces moments charnières. On va y revenir tout à l'heure sur les moments charnières, bien évidemment. Bien sûr, mais donc notre opinion, c'est qu'il faut que ces 10% deviennent 50, 60, 100%, donc il faut massifier leur action. Le problème, c'est que pour massifier l'action d'une association, il faut la mettre en capacité de massifier. C'est pas pareil d'accompagner 1000 enfants, 10 000 enfants ou 100 000 enfants. Et pour massifier l'action d'une association, il faut utiliser des méthodes qui viennent du monde de l'entreprise, qui viennent du monde du business, pour digitaliser certains process, pour au contraire remettre des gens de l'humain là où il faut, etc. Et surtout, mettre de l'argent pour les associations à des endroits où les philanthropes n'ont pas très envie de mettre de l'argent. Et là, c'est un philanthrope qui en met, Maurice Tchéniaud. Absolument. C'est qui, Maurice Tchéniaud? Alors, Maurice Tchéniaud, c'est le fondateur du Capital Investissement, qui est exactement ce dont on est en train de parler pour le monde de l'entreprise profitable. C'est-à-dire que l'idée, c'était de prendre des entreprises familiales, d'en faire des leaders internationaux, mais pour cela, il fallait investir dans la structuration de ces entreprises de pour les aider à grandir et à passer à l'échelle. Voilà. Et vous êtes dit, là, on va faire la même chose, mais dans le domaine de la philanthropie. Exactement. Et il a mis ses économies
dans cette fondation pour pouvoir le faire, c'est ça? Parce que lui-même, il pense que l'école lui a tout donné, lui a tout appris. Il rend. C'est le give back, c'est assez à l'américaine d'ailleurs. C'est assez à l'américaine, mais je crois aussi que c'est assez lié à l'histoire de chacun, quoi. D'un tout petit mot, après on va passer à l'anti-sèche d'Emma, mais d'un tout petit mot vous-même, vous venez de ce secteur privé, vous venez de ce monde-là. Qu'est-ce qui vous a le plus surpris quand vous avez rencontré l'univers de l'éducation? Moi, ce qui m'a le plus surpris, c'est ces gens d'une qualité extraordinaire qui sont décriés. Enfin, pour le dire autrement, notre bonne vieille école publique, je n'en entendais que des critiques. C'est-à-dire, je n'entendais que des critiques sur elle. C'est-à-dire que soit elle était has-been, entre guillemets, soit elle ne préparait pas les enfants à arriver là où ils pouvaient aller. Et si on avait les moyens, pourquoi pas aller dans le privé. Et j'étais assez surprise, alors que 80% de la population met ses enfants dans le public. Ouais. Et en entrant dans ce domaine, je me suis dit qu'en fait, c'était très injuste. C'est-à-dire ce qu'on reprochait à l'école, c'était ce qui aurait dû être acquis en dehors de l'école. Et c'est là où... Un mauvais procès, en somme. Un mauvais procès, et alors que les enseignants, je les trouve particulièrement engagés, je dois dire. On va parler de tout ça, évidemment. Pour l'instant, l'anti-sèche, on retrouve Emma Guessel. On va parler économie, c'est un terrain qui vous a été très familier, Elisabeth, puisque l'anti-sèche regarde la manière dont l'actualité résonne dans les programmes et que l'actualité, en ce moment, c'est l'inflation, un mot qu'on entend absolument partout. Et notamment à l'école, vous l'avez dit, programme de sciences éco dès la première, l'inflation. Alors on va faire comme au lycée, comme dans une disserte, on va d'abord définir les termes du sujet. Une définition simple de ce qu'est l'inflation par l'INSEE, qui est l'Institut national de la statistique et des études économiques. L'inflation, c'est la perte du pouvoir d'achat de la monnaie qui se traduit par une augmentation générale et durable des prix. Exactement, ce à quoi on a affaire en ce moment, et pas seulement en France, bien sûr. Ouais, près de 6% en France, autour de 10% au Portugal et en Espagne, et jusqu'à 25% dans les Pays-Bas. L'inflation touche tout le monde, vous l'avez très certainement remarqué en allant au supermarché, par exemple. Alors déjà, comment expliquer l'inflation? Le Covid a beaucoup joué, déjà, mais plus récemment, on évoque bien sûr la guerre en Ukraine. Pourquoi? Parce que, en fait, face à l'attaque de la Russie contre l'Ukraine, l'Europe a soumis la Russie à des sanctions économiques. Qu'a fait la Russie de son côté? Elle a augmenté les prix de l'énergie. Or, la Russie est le partenaire énergétique le plus important de l'Union européenne. Donc, si elle augmente les prix, l'énergie coûte plus cher et ça se ressent au quotidien. On a vu, par exemple, depuis quelques mois, bondir le prix de l'essence. Donc, on peut se contenter de dire que cette inflation, elle est uniquement due à la guerre en Ukraine? Non, justement, ça serait un petit peu trop simple. Ouais. Et pour tout comprendre, je vous conseille justement ce dossier qui est super bien détaillé dans Alternative économique. Alors, si vous êtes au lycée... Il y a de bonnes chances pour que le prof l'ait vu. Voilà. Il y en a beaucoup qui sont abonnés. Tout prof d'éco a déjà conseillé à ses élèves d'ouvrir ce magazine, et c'est normal parce qu'il y a vraiment des pépites. C'est vraiment un véritable outil pour mieux comprendre son cours et pour mieux comprendre l'actu. Donc le numéro de septembre, vous l'avez vu, il est vraiment consacré à l'inflation. Et ce qui est pratique, c'est que c'est un dossier qui s'appuie sur 12 graphiques. Donc c'est très lisible. Voilà. Si vous êtes un peu frileux de prime abord sur les chiffres, comme moi par exemple, je vous assure que vous y verrez beaucoup plus clair. Et puis on vous guide à chaque graphique sa lecture. En quelques lignes, on vous explique. Vous voyez, donc un graphique, ça ressemble à ça. Et donc on a les explications. Voilà, qu'est-ce que vous avez appris vous de plus sur l'inflation alors? L'enseignement le plus important, c'est qu'il faut accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. Page 29. Regardez ce graphique. Quand les catastrophes climatiques se multiplient, les prix alimentaires grimpent. Ça a été le cas tout le temps depuis les années 90 et ça risque forcément d'augmenter dans les prochaines années si on n'accélère pas la transition écologique. Je crois, vous me disiez qu'il y a aussi le fait que la production des métaux utiles pour la transition écologique reste très concentrée. Oui, pareil. Un autre graphique. Génial. Regardez, plein de graphiques. C'est très très clair. Et il y a un pays, on voit qu'il y a un quasi-monopole dans le traitement des métaux nécessaires à la transition environnementale, c'est la Chine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'elle importe ces métaux, donc du nickel, du cuivre, du lithium, du cobalt, et c'est elle qui les transforme. Donc elle a un quasi-monopole et forcément ça aussi ça fait augmenter les prix. Et comme d'habitude, cette inflation sont les foyers les plus modestes qui en pâtissent le plus. Et oui, un expert qui réalise des études économiques résume ainsi dans le magazine: niveau de vie bas, prix haut; niveau de prix haut, prix bas. Donc très très bon dossier. Regardez-le si vous êtes au lycée et que vous faites de l'éco, ça va vraiment vous apprendre plein de choses. Et malheureusement, l'inflation, c'est pas fini. Il faudra attendre 2024 pour que ça s'assagisse un petit peu, selon l'Observatoire français des conjonctures économiques.
Merci beaucoup pour ces bonnes nouvelles pédagogiques et ces nouvelles économiques, Emma. On va se retrouver pour un sujet plus joyeux tout à l'heure. Oui, ce sera la récré. Voilà, allez, suite du grand oral, Elisabeth Elkrief. 5 moments charnières marquent la scolarité et c'est souvent quand on trébuche à une de ces étapes que l'on décroche. On va les passer en revue avec Elisabeth Elkrief et de la sorte, on va aussi passer en revue les associations soutenues par Alpha Omega puisqu'elles interviennent à chacune de ces charnières. Et vous retrouvez ça évidemment, et je l'ai retrouvé et parfois découvert et parfois revu, dans Retrouver le chemin de l'école, Elisabeth Elkrief, que vous publiez en cette rentrée chez Fayard. Le grand enjeu de l'école primaire, c'est la lecture. Le langage, la lecture, l'écriture. Là, vous travaillez avec une assoce qui s'appelle Coup de pouce, qui est exceptionnelle, qui accompagne 10 000 enfants sur, je dirais, les 100 000 qui en ont besoin. Ouais. Et là, le poids, pardon, je vous coupe, mais le poids du social est criant. On vous donnait des chiffres absolument hallucinants. Le vocabulaire des enfants est pour 86 à 98% constitué de celui des parents. Absolument. Donc, selon la façon dont on vous parle à la maison. Vous n'avez pas le même nombre de mots. Voilà. Et objectivement, pour pouvoir lire et écrire un mot, il faut l'avoir entendu. Donc vous voyez qu'on ne sait plus quel est l'œuf de la poule. Donc évidemment, il faut aider ces enfants à avoir entendu plus de mots. C'est l'objet du coup de pouce langage, le coup de pouce de la grande section maternelle. Le programme phare de coup de pouce, c'est le coup de pouce clé qui intervient pour la lecture en CP et qui est un programme exceptionnel puisque ça permet aux enfants dont les enseignants ont repéré qu'ils étaient à risque d'être en échec scolaire en fin d'année, donc de ne pas savoir lire et écrire, de pouvoir se réapproprier le nombre de mots nécessaires, la vision de l'école nécessaire, la confiance en soi nécessaire, bref, qui joue sur de nombreux paramètres qui permettent aux enfants d'aimer l'école et d'y apprendre quelque chose. Et alors, quand vous y êtes allé, parce qu'en fait, vous avez fait un vrai travail de terrain, quasiment chaque chapitre s'ouvre par des récits de vie avec des enfants, des adolescents et évidemment des intervenants, enseignants ou pas d'ailleurs, de ces associations. Je vous cite pour les coups de pouce clés, parce que vraiment, l'image du coup de pouce, on se dit c'est pas grand-chose. Effectivement, et vous dites, je trouve cela vertigineux de me dire que ces enfants si doués, motivés et animés par l'envie d'apprendre étaient concernés au premier chef par le risque d'illettrisme. Donc en fait, les problèmes sont considérables, mais... Il suffit de quelque chose de très faible, surtout que c'est des âges où le cerveau est très plastique. Et donc, où un apprentissage... ça prend tout de suite. Ça prend tout de suite. Au collège, je vous cite, découragement, fatalisme, manque de représentation positive, je ne veux pas tous les dire, si allez, manque de représentation positive, tentation de la délinquance et pression du groupe, ça fait beaucoup de péril pour les années collège. Là, vous travaillez avec Énergie Jeune et avec Entreprendre pour apprendre. Absolument. Alors, Énergie Jeune... Alors, Énergie Jeune... Philippe Corda, c'est ça. Philippe Corda, c'est une association que je trouve extrêmement intéressante parce qu'elle intervient tout au long du collège, sur les 4 ans, en 12 séances. Donc, c'est une association qui est fondée sur le principe du déclic, donc en complément, évidemment, de l'enseignant, mais qui va jouer, encore une fois, sur ces prérequis qui permettent aux enfants de ne pas sombrer dans... J'y arriverai jamais. J'y arriverai jamais. Voire je me construis une identité sur le fait que je n'y arriverai jamais. Absolument. Ou j'ai envie d'aller voir ailleurs parce qu'en ce moment, je suis en pleine adolescence, la sexualité commence à m'intéresser et globalement, l'école, ça ne m'intéresse pas des masses, etc., etc. Et comment il s'y prend ? Il s'y prend en travaillant ce qu'on appelle la reine des compétences, c'est-à-dire le fait d'être capable de persévérer. D'accord ? Donc persévérance. L'autodiscipline. Ouais. Et c'est assez intéressant parce que je pense qu'on ne connaît pas bien ça en France, parce que c'est assez... c'est très anglo-saxon, nord-américain d'ailleurs, quand je dis anglo-saxon. Absolument, c'est très anglo-saxon. Ce qu'on ne connaît pas, c'est se dire, en fait, pour persévérer, ça veut dire comprendre qu'il faut être capable de retarder une satisfaction présente pour un gain futur, et une grande satisfaction future. Et très souvent, on se rend compte que c'est une des raisons du succès scolaire, beaucoup plus peut-être que le QI. Et après, vous avez des sous-rubriques, je dirais, qui sont l'autodiscipline liée à ce principe, mais aussi le growth mindset, qui est de comprendre qu'on peut progresser en faisant des efforts et en travaillant, etc. Ça, on l'avait vu notamment avec Jérémy Fontagneux, qu'on a accueilli sur ce plateau la semaine dernière. C'était un de ses grands points d'entrée, lui aussi. L'autre association avec laquelle vous travaillez au niveau du collège, c'est Entreprendre pour apprendre. Là, on crée des mini-entreprises. Réel, oui, tout à fait réel. Étude de marché, vous êtes allé, je crois, en Bretagne, dans le Finistère, si les souvenirs sont bons, c'est ça ? Absolument. Et là, il crée ça devient même l'événement dans la petite ville, quoi. Exactement. Mais c'est fou, ce truc, puisque globalement, les enfants ont une idée, c'est leur idée.
Ils font une étude de marché, ils regardent si l'offre, la demande, etc. sont adaptées. Ils comprennent s'ils peuvent produire le produit. Donc, on rentre dans des... Parfois, il y a de mauvaises idées et on se dit, on va pas y aller. Et il faut revenir à la case départ. Ils créent l'entreprise, donc ils ouvrent les statuts, etc. Ils se répartissent les rôles. Qui va être directeur général, qui va s'occuper du marketing, qui va s'occuper de la recherche et développement, etc. Ils produisent leurs produits. Ils le vendent et à la fin, ils clôturent l'entreprise. Et tout cela est fascinant parce qu'évidemment, ça apporte des compétences incroyables. Transversales, les fameuses soft skills dont on parle beaucoup, les compétences comportementales. Et surtout, ça s'adresser aux autres, convaincre, se présenter. Et moi, je crois surtout que c'est ce moment charnière-là, c'est être acteur de sa vie et de comprendre qu'avec une idée, en travaillant, avec les bons outils économiques, on peut y arriver. On peut y arriver et surtout, ça développe une confiance en soi très pérenne. Et on peut retrouver ou ne pas abandonner le chemin de l'école. On continue à en parler dans quelques minutes. On prend des petites récrés dans la quotidienne, si vous voulez bien, Elisabeth. C'est maintenant la récré. C'est vrai? Allez, quoi récré, Emma Guessel. Emma? Oui. Une alerte. Alors pas oui Emmanuel. Donc oui Emmanuel. Voilà. Une alerte. Je le dis en plus. Oui, ça n'arrive jamais ça. Une alerte mignonnerie ce matin? Mais oui, vous l'avez très bien dit. Oui, en fait, je voulais vous parler. Je vais vous montrer une vidéo, mais en fait, on a tous un prof. Je voulais commencer comme ça, qui nous a marqué. Je ne sais pas si c'est votre cas. Oui, un prof. Plusieurs, bien sûr. Voilà, un prof qui nous a marqué, avec qui on a des souvenirs particuliers, qui nous a fait aimer une matière. Et ce coup de cœur, il peut arriver dès la maternelle. Et c'est génial d'ailleurs, parce que avoir une super institutrice ou un super instituteur dès la maternelle, ça permet d'aborder l'école de manière plus sereine après en CP et plus tard. Il y a des véritables perles, et c'est le cas de cette institutrice de maternelle qui cartonne sur TikTok. Elle se fait appeler Gwen Lily sur les réseaux, et regardez l'échange qu'elle a avec cette élève. Je suis pas mariée, moi. T'es pas mariée, mais on dirait on dirait. T'aurais aimé que je sois mariée? Oui, mais dommage que t'es pas mariée. Tu n'es pas mariée. Comme ça, le mari, il peut quand il sera un petit peu rapla-pla, le mari peut venir. Les garçons, ils ont peur. Ils ont peur de moi. Ils veulent pas se marier avec moi parce qu'ils ont trop peur. Du coup, ils partent. Il a trop peur. Et ta petite, t'étais peur, mais là, j'ai jamais vu un truc pareil. Attends, t'es jolie, regardez, t'es très très jolie, mais t'as des beaux cheveux. J'ai jamais vu des cheveux comme ça parce que ma mère a les mêmes cheveux que toi. Les cheveux sont très très rares. J'ai jamais vu des cheveux comme ça, non? J'ai jamais vu, non? Et j'ai jamais vu des boucles d'oreilles comme ça. J'ai jamais vu un collier comme ça. J'ai jamais vu une robe comme ça. J'ai jamais vu une ceinture comme ça. Moi, je te trouve jolie, mais je vais te dessiner après. Oh, tu veux me dessiner? Oui, je vais te dessiner chez moi. Oh! Mais oui. Avec plaisir. Trop mignon. Trop mignon. Et alors, ce qu'il faut, c'est un tout petit sous-titrage sur cet enfant, sur cet élève qu'on entend parler. Voilà, et elle dit que t'es trop jolie, maîtresse. Elle est trop mignonne. Et alors, pour la petite histoire, cette maîtresse raconte sur les réseaux que cet élève, en fait, avait au début de réels problèmes de comportement. Et qu'en fait, grâce à cette maîtresse, regardez, elle est toute mignonne. Elle adore sa maîtresse et du coup, elle se sent très bien à l'école. Donc voilà, c'est beau de se dire que l'école permet ça. C'était ça l'instant mignonnerie. C'était ça l'instant mignonnerie. Je voulais faire un petit instant mignon. Mais c'était trop mignon. Merci Emma. Instant grand oral. On retrouve Elisabeth Elkrieff, c'est maintenant. Bien souvent, les inégalités éducatives tiennent à des choses simples. Les enfants qui ont grandi dans des milieux précaires n'ont jamais eu l'occasion de prendre la mesure du plaisir que l'on peut éprouver lorsqu'on apprend de nouvelles informations ou compétences. C'est une citation extraite de Retrouver le chemin de l'école, le livre qu'Elisabeth Elkrieff consacre en cette rentrée aux associations qui luttent contre le décrochage et que soutient la fondation qu'elle dirige, Alpha Omega. Le livre, lui, est publié chez Fayard. Il y a un certain... Alors, on a parlé de l'école primaire, on a parlé du collège. Pour le lycée, vous parlez des questions d'orientation avec une asso formidable qui s'appelle Article 1. Vous présentez également une association qui a une action transversale qui va d'ailleurs jusqu'à l'enseignement supérieur, qui est la FEV, qui lutte contre le décrochage et qui fait de l'accompagnement éducatif. Et ça aide aussi les étudiants qui eux-mêmes viennent aider les enfants des milieux populaires. Mais dans les facteurs communs, dans les facteurs de problématiques communs, il y en a un que vous soulignez, c'est le rapport au temps. C'est la différence de rapport au temps selon les milieux qui fait qu'il y a des endroits où il faut aider à s'organiser. Exactement. C'est-à-dire qu'à certains âges, moi je pense qu'un des points communs pour commencer, c'est surtout une information très asymétrique.
C'est-à-dire que ce rapport au temps, il est assez lié, mais en fait, cette information asymétrique, pour s'orienter, c'est très compliqué. Pour connaître, par exemple, pour un enfant qui vient d'un milieu très précaire et qui dit « moi, si je fais des études, c'est pour avoir une vie meilleure, plus confortable », pour lui, faire des études, il n'a pas forcément conscience de, entre guillemets, ce qu'appellent les chercheurs la rentabilité du diplôme. C'est-à-dire que vous verrez dans le livre cette jeune fille qui rêve de faire de la culture mais qui veut aussi avoir une vie confortable. Elle se rend compte qu'évidemment, c'est avec un diplôme culturel, elle n'aura pas le même confort de vie qu'avavec un diplôme d'école de commerce. Et elle se rend même compte que les postes qu'elle vise dans le culturel sont brigués et obtenus par les gens qui viennent des écoles de commerce. Et ça, ce sont des choses qui paraissent évidentes, mais qui sont connues des milieux plus favorisés et assez étrangères aux milieux défavorisés. Et après, le rapport au temps, évidemment, il n'est pas le même, puisque un enfant défavorisé, par exemple, quand il va dans les études supérieures, il a souvent des problèmes d'argent. Et se pose la question... Oui, c'est le stop ou encore du salaire ou du diplôme de plus. Est-ce que ça vaut vraiment le coup de continuer ou est-ce que je ne pourrais pas avoir de l'argent tout de suite? Et là, ça rejoint l'enseignement d'énergie jeune dont on parlait, qui est est-ce que je dois satisfaire le besoin de manière immédiate ou est-ce que je peux repousser un tout petit peu? Il y a aussi la notion de conquête de l'autonomie qui revient beaucoup dans tous les exemples que vous citez. Oui, apprendre à faire seul. Apprendre à faire seul, c'est pas du tout la même chose au collège que quand on est grand. Et je pense une des choses que j'ai découvertes, parce qu'évidemment j'ai fait des recherches pour faire le livre. Oui, vous citez plein de chercheurs. Oui, ça m'a beaucoup surprise, c'est qu'en fait, le dernier moment charnière qui est l'accompagnement pendant les études, en fait, il est lié à la conception erronée qu'on a que à 18 ans, quand l'enfant passe dans les études supérieures, enfin le jeune, ça y est, il est totalement autonome. C'est comme si, entre 17 ans et demi et 18 ans, on passait du statut d'enfant, on était devenu un adulte chevronné. Alors qu'en fait, les chercheurs disent qu'on a terminé son adolescence à 24 ans et que, par exemple, quand on est en université, on a besoin d'organiser son temps, on a besoin d'organiser sa capacité de travail, on a besoin d'organiser son logement parfois, sa façon de gagner de sa vie, etc. Et en fait, être accompagné par des associations comme la FEV ou Article 1, ça peut changer la vie d'un jeune. Sinon, ça peut devenir vertigineux. Justement, Elisabeth Elkrieff, tous ces programmes que vous citez, ils sont évalués. D'ailleurs, ça fait partie des conditions pour que vous les souteniez. Ils fonctionnent. Vous n'allez pas pouvoir les soutenir éternellement non plus. Qu'est-ce qu'il faut pour que ça passe à l'échelle? À qui de jouer maintenant? Aux collectivités territoriales, à l'État, aux autres entreprises? Comment on fait? Alors, comment on fait? Comment on fera? Comment on va faire? On va prendre conscience du rôle majeur qu'elles ont dans la thématique de l'égalité des chances. Puisqu'en fait, pour que l'égalité des chances fonctionne, il faut mettre de la ressource en dehors de l'école pour que l'école ait l'impact qu'elle doit avoir et qu'on puisse réussir dans cet objectif. La deuxième chose, c'est qu'évidemment, tous les financeurs privés, publics et les mentors et les bénévoles concernés, en connaissant ces associations, peut-être, vont pouvoir tous s'engager. Et dans cette société où tout le monde veut prendre part, c'est l'occasion. Et il y a beaucoup d'initiatives climat. Et peut-être qu'il faut aussi regarder de plus près les initiatives sociales. Et enfin, je vous rejoins, s'il s'agit de multiplier par 5, par 10, nous, on sera toujours là, on les soutiendra le temps qu'elles... Mais il y a un moment où les poches de Chéniaud ne sont pas non plus... Voilà, mais bon, nous, on lève des... Bref. Vous faites aussi des levées de fonds, vous? Oui, nous aussi, de façon à pouvoir aider les associations. Ouais. Mais le fond de l'histoire, j'allais arriver au climax de mon histoire, c'est que il faut en faire potentiellement des politiques publiques comme on l'a fait pour le plan mentorat. Avec le collectif Mentorat qui apportait tout ça. Quelque part, c'est une délégation partielle de services publics à des endroits qui, en fait, n'infirment en rien le rôle de l'école. Elisabeth Elkrieff, merci beaucoup. Vous restez avec nous. On va dire au revoir provisoirement à Emma, puisqu'on la retrouve tous les jours. Et on va accueillir pour la première fois en exclusivité dans la quotidienne Amélie Paris, une nouvelle rubrique, les années collège. C'est un nouveau rendez-vous dont on se réjouit beaucoup dans la quotidienne, rendez-vous hebdomadaire sur les années collège. Et quel meilleur poste d'observation que celui des seuls enseignants qui voient passer absolument tous les élèves dans un collège. Ce sont les professeurs documentalistes. Amélie Paris, bonjour. Bonjour. Documentaliste, vous étiez journaliste avant? Oui. Donc vous êtes toujours journaliste maintenant? Toujours. Voilà. Et professeur documentaliste. Exactement. Alors, on a dit professeur documentaliste. On va tout dire, parce qu'on est une grande famille, school. À un moment, on disait on va appeler la chronique la dame du CDI, un peu par dérision, par clin d'œil. Mais c'est vrai que souvent, on disait la dame du CDI. Et pour faire
faire connaissance, vous vous êtes dit, bah tiens, on va raconter ce qu'elle fait, la dame du CDI. Exactement. Et elle fait plein de trucs. Oui, elle fait beaucoup de choses, la dame du CDI. Elle n'est pas seule déjà. Comment ça ? Elle n'est pas toute seule. Parfois, il y en a plusieurs. Ah oui, parfois il y en a plusieurs, ça dépend de la taille de l'établissement. Alors il y en a dans les collèges, dans les lycées professionnels, les lycées généraux, les lycées technologiques, et donc tout ça dépend de la taille de l'établissement. Et moi je suis la seule professeure documentaliste du collège Maurice Utrio à Paris, dans le 18e arrondissement. Professeur parce que vous avez passé un CAPES. Un CAPES, exactement, qui existe depuis 1989, donc il est assez tardif pour les professeurs documentalistes. Et donc j'ai beaucoup de missions qui s'articulent autour de 3 axes. Mission numéro 1, si vous l'acceptez, vous êtes enseignante et maître d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves d'une... Il y en a combien d'ailleurs d'élèves à Maurice Utrio ? 400. 400. Donc vous êtes maîtresse d'œuvre de l'acquisition par tous les élèves, les 400, d'une culture de l'information et des médias. Exactement. Donc c'est une mission pédagogique et éducative. Et moi, en tant qu'experte des sciences de l'information et de la communication, je vais développer l'esprit critique des élèves à travers l'éducation aux médias et à l'information. Et alors, vous imaginez, avec l'arrivée d'Internet, il y a du boulot. Il y a énormément de travail pour les aider à se repérer face à cette jungle informationnelle qui les entoure aujourd'hui. Vous ne le faites pas toute seule, vous le faites avec d'autres enseignants, c'est même oui. un socle. Oui, je travaille toujours en interdisciplinarité, donc soit avec un collègue de français, d'histoire géo, d'anglais, tout en respectant les programmes. Donc vous connaissez les programmes de tout ? Évidemment. Waouh, spectaculaire. Oui. Un exemple Alors par exemple, en 6e, en lettres, les élèves étudient la mythologie. Ouais. Donc je peux décider de leur faire des recherches sur les dieux et les déesses grecques, et puis de présenter des marque-pages sous forme de marque-pages qu'on pourra distribuer à l'ensemble des autres élèves ou sous forme d'affiches. On a vu quelques exemples. Ouais, vous pouvez aussi créer, on en a déjà parlé, dans la quotidienne des médias. On peut faire un média scolaire, exactement. Donc ça peut être sous la forme d'un journal papier, d'un blog ou d'une web radio. Et on en voit beaucoup se monter depuis quelques années. On en reparlera de ce qu'on appelle l'EMI, parce que c'est énorme, vous allez nous faire d'autres chroniques là-dessus. Ça, c'était parce qu'en plus, c'était juste la première mission. Il y en a encore 2. Donc deuxième mission, maîtresse d'œuvre, de l'organisation des ressources documentaires de l'établissement et de leur mise à disposition, avec ce lieu qu'est le CDI. Qui est souvent un très bel endroit. Ouais. Donc le centre de documentation et d'information, et celui du collège Maurice Utrio est particulièrement beau, avec un jardin en plein Paris. Et on le visite en ce moment. Oui, donc je suis aussi responsable du fonds documentaire, de son enrichissement, de son exploitation, de sa mise en valeur. Donc je vais faire des ressources thématiques. Par exemple, dans l'année, il y a beaucoup de journées, comme début novembre, il y a la journée de lutte contre le harcèlement. Vous avez parlé de persévérance tout à l'heure, il y a la semaine de la persévérance qui doit avoir lieu au mois de mars. Et puis on a parlé de lecture, d'écriture, et vous faites un gros boulot évidemment sur la lecture. Il y a un énorme travail à faire autour de la lecture. Donc ça peut être un atelier sur la pause méridienne, ça peut être participer à un prix littéraire comme le prix des Incorruptibles, ça peut être des jeux autour des lectures, ça peut être des pré-surprises. Enfin, il y a énormément de choses à faire pour inciter à la lecture. Et mesdames, mesdemoiselles, messieurs, ce n'est pas terminé. Mission numéro 3, vous êtes actrice de l'ouverture de l'établissement sur son... En fait, je rigole, mais je vous dirai après pourquoi je rigole pas tant que ça, parce que c'est un des problèmes de cet empilement de missions aussi. Mais voilà, mais vous êtes actrice de l'ouverture de l'établissement sur son environnement éducatif, culturel et professionnel. Exactement. Donc les sorties, les voyages, tout ça, c'est vous. C'est moi, pas tous les voyages, mais beaucoup. Les projets, seul, mais bon. Non, les projets, les sorties culturelles, la venue d'intervenants, que ce soit un auteur, un illustrateur, un journaliste, tout ça, c'est moi. Et puis je vais proposer aussi des expositions. Je vais entretenir des relations avec les libraires du quartier, les médiathèques de proximité et les collectivités territoriales. Et vous avez le temps de faire des chroniques désormais une fois par semaine aussi sur School TV. Mission supplémentaire, vous l'acceptez ? Bien sûr. Eh ben nous, on est ravis de vous accueillir. C'est un métier passionnant, extrêmement divers. On peut d'ailleurs suivre aussi le compte Insta du CDI. Vous avez créé ça. C'est CDI Maurice Utrio. Et il y a vos coups de cœur, les activités. Les élèves. Et toutes les envies de la dame du CDI. Exactement. Elle est formidable, la dame du CDI. Génial. Merci beaucoup, Amélie. Merci. À la semaine prochaine. Merci beaucoup. Elisabeth, un dernier mot peut-être important sur retrouver le chemin de l'école ? Oui, j'espère que si les gens lisent ce livre, qu'ils retiendront qui sont ces grandes associations, parce qu'elles sont très peu connues. C'est pour ça que j'ai écrit le livre. Ouais. Pourquoi les enfants décrochent, et puis quelque part, qui peut le plus, peut le moins. Parce que finalement, finalement, les méthodes de ces grandes associations, elles peuvent tous nous servir. Absolument. Coup de pouce, Énergie Jeune, Entreprendre pour apprendre, article 1 et la FEF. Puis vous en soutenez d'autres comme Synlab, si je me souviens bien, oui, et encore une autre que j'oublie. Et on accompagne aussi les missions locales. C'est ça. Surtout d'un point de vue organisationnel. Vous avez tout cela dans Retrouver le chemin de l'école aux 4 coins de la France, les solutions pour faire réussir nos enfants. C'est chez Fayard, c'est signé Elisabeth Elkrieff, directrice générale de la Fondation Alpha Omega. Merci Amélie et merci évidemment à toute l'équipe au maquillage, Laure Audemont, Marine Plantec pour la préparation de l'émission. Elle est aussi en régie en ce moment, assistée par Roxane Sarfati. Au son, Mathieu Sullivan, à la réalisation, Elisa Bernardo. Vous restez évidemment sur School TV et nous, vous nous retrouvez en permanence sur Internet et sur les réseaux sociaux.
Merci.